Chers amis, bonjour. Nous avons passé une nuit paisible. Je souhaite que la journée soit en paix et que nous puissions continuer notre travail de préservation de la dignité de la personne humaine. C'est de cela qu'il s'agit. Je n'ai pas parlé en mandingue, mais je devrais vous dire bonjour tout le monde. Good morning everybody. Nombaldon. Habari za asubuhi, comme on dit en Kiswahili. Avant d'entamer cette session importante plénière sur la diversité culturelle, je voudrais vous informer qu'après la session, vous êtes invités à suivre un film très important sur la vie du grand savant africain, Cheikh Anta Diop, qui va passer juste après, donc vers 13h05, 13h10. Je crois que c'est important que vous puissiez l'entendre, l'écouter, pour ceux qui ne savent pas, qu'ils puissent savoir. Ainsi, on pourra parler de ce qu'on sait. Merci beaucoup. Cette séance plénière, diversité culturelle, qu'on aurait pu appeler d'ailleurs diversité culturelle et linguistique, vient après le merveilleux keynote du professeur Souleymane Bachir Diagne, qui nous a introduit d'ailleurs dans la problématique qu'on va évoquer tout à l'heure. L'UNESCO a adopté le 2 novembre 2001 la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, texte majeur qui affirme le droit inaliénable de tous les peuples à produire et à consommer les biens culturels de leur choix, quel que soit leur contenu et leur forme. Cette déclaration met en exergue le rôle prépondérant de la culture, qui n'est plus réduite à sa seule dimension économique. Porteuse d'identité, de valeurs et de sens, elle se distingue de toute autre marchandise. Véhicule par excellence de l'identité des peuples, identité irréductible et pérenne que rien ne peut remplacer, les valeurs culturelles constituent pour l'humanité un patrimoine commun à sauvegarder à tout prix. Ça, c'est des lieux communs, nous le disons tout le temps. Mais je voudrais qu'on écoute Amadou Hampâté-Bâ sur cette question. De même, et je cite, « De même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Combien ennuyeux et monotone serait un monde uniforme où tous les hommes, calqués sur un même modèle, penseraient et vivraient de la même façon. N'ayant plus rien à découvrir chez les autres, comment s'enrichirait-on soi-même? À notre époque si grosse de menaces de toutes sortes, les hommes doivent mettre l'accent non plus sur ce qui les sépare, mais sur ce qu'ils ont de commun dans le respect de l'identité de chacun. La rencontre et l'écoute de l'autre sont toujours plus enrichissantes, même pour l'épanouissement de sa propre identité, que les conflits ou les discussions stériles pour imposer son propre point de vue. Un vieux maître d'Afrique disait « Il y a ma vérité et ta vérité qui ne se rencontreront jamais. La vérité se trouve au milieu. Pour s'en approcher, chacun doit se dégager un peu de sa vérité pour faire un pas vers l'autre. » Fin de citation. Amadou Hampâté-Bâ a écrit ce texte en 1985 à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse. Souleymane Bachir Diagne, avec Didier Van der Mesch, parlait de la capacité d'écoute de l'autre. La reconnaissance du principe de la diversité culturelle comme facteur de développement et de cohésion sociale risque cependant de rester lettre morte si elle ne revêt pas la forme d'un instrument juridique international à caractère contraignant. Aussi, à partir d'octobre 2003, l'UNESCO s'engage-t-il dans un processus qui conduira à l'adoption, comme vous le savez, de la Convention sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles le 20 octobre 2005, avec, c'est important de le dire, 148 voix pour, 2 contre, je ne vais pas citer ces pays-là, et 4 abstentions. Mais ils sont connus. Ce texte, qui revêt une importance capitale pour la circulation des biens et services culturels à travers le monde, est véritablement l'aboutissement d'une mobilisation continuelle et sans faille de la communauté internationale sur tous les fronts. Un examen approfondi des principales dispositions du nouveau texte permet d'en cerner les enjeux essentiels. Il reconnaît, entre autres prérogatives, à chaque État partie le droit de prendre sur son territoire toute mesure législative, réglementaire et financière qu'il juge nécessaire pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles, en particulier lorsque celles-ci sont en situation de danger ou d'extrême fragilité. Il réserve également un traitement préférentiel aux nations défavorisées afin de pallier le déséquilibre des échanges internationaux. À moyen terme, il s'agit d'assurer aux individus et aux groupes sociaux le droit de créer, de diffuser et d'accéder aux biens et services culturels, tout en évitant que la protection de la diversité ne se fasse aux dépens de l'ouverture aux autres cultures. Il importe en outre de concilier l'évolution du cadre réglementaire du commerce international avec les politiques culturelles et les mesures de soutien adoptées par les États. La finalité étant évidemment de parvenir à un développement harmonieux de la culture dans un environnement mondial respectueux des différences. Ce rappel pour situer le cadre mondial qui existe par rapport à la problématique globale de la diversité culturelle. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de diversité culturelle, on parle d'abord de diversité des langues. Ça a été évoqué dans la session précédente. Il faut le dire en effet, la langue est l'élément caractéristique le plus pertinent de toutes les caractéristiques humaines, disait Amadou Hampâté-Bâ. La langue, c'est le socle de la culture, c'est le véhicule de la culture, c'est l'instrument de construction des savoirs. Donc c'est l'élément identitaire le plus important de la personne humaine. Évidemment, pour évoquer toutes ces questions sur la diversité culturelle et linguistique, comme vous le voyez dans le programme, nous devrions avoir 4 panélistes. J'ai le regret de dire que notre collègue Suwana Sata-Anand de Thaïlande, malheureusement, n'a pas pu faire le déplacement pour Liège pour des raisons de santé et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et c'est dommage parce que c'est vrai que c'est dommage pour elle, mais c'est aussi dommage pour nous parce que le panel aurait été totalement diversifié. Mais nous aurions eu l'Asie présente, mais nous avons actuellement l'Amérique du Nord qui est là, l'Amérique latine et les Caraïbes représentés, nous avons le monde arabe qui est là, et votre humble serviteur se fera le devoir quelque part modeste d'être le représentant du continent berceau de l'humanité. Pour notre panel de ce matin, nous allons donc commencer par écouter Sandra Goulart-Almeida. Sandra Goulart-Almeida is a professor of English and Contemporary Comparative Literatures at the Universidade Federal de Minas Gerais in Brazil, and a fellow researcher from the Brazilian funding agencies, CNPq and FAPEMIG. She is currently vice president of a university. Her fields of research are contemporary literatures in English and comparative literature, literary and cultural theory, feminist literary criticism, and gender studies. She has edited and co-edited several books and is the author of Contemporary Cartography, Space, Body, Writing. And Sandra also was the rapporteur of South American Humanities Conference, which was held in Belo Horizonte in Brazil. Sandra, the floor is yours. Veuillez accueillir Sandra. Thank you very much for the presentation. I would like also to thank Luis Osterbeck and also John for the invitation to be here today. It's a pleasure to be here. It was also a pleasure to organize the Latin American Conference on the Humanities. I'll be talking today on a topic that was briefly introduced by our wonderful speaker that preceded this panel. The title of my talk is Cultural Diversity in the Humanities, Towards a Politics
and a poetics of responsibility. In this work, I propose to discuss the theme of cultural diversity and its relevance for the humanities. I argue that the humanities play a major role in fostering the possibility of building critical standpoints from a comparative perspective, which involves a dynamic and crucial process of cultural translation, that's the main focus of my talk today, as a means of respecting and supporting cultural diversity. While it remains true that we need to fight against monolingualism in any form of cultural or linguistic imperialism, and that we need to defend language diversity, the preservation of minority languages and intercultural relations, cultural translation can be viewed as a sustainable practice to guarantee cultural diversity. This cultural translation practice must be seen in a relational context based on a politics and also a poetics of responsibility that may be able to unsettle the traditional binary knowledge, the binary logic of knowledge produced in the perspective of a global and local perspective seen often in opposition. So this is more or less the outline of my talk. I will start with two scenes from cultural texts, from literature as well. I'll be talking a little bit about cultural diversity and also in the context of cultural translation and comparative literature. As a comparatist, I focus on how cultural translation and comparative literature can work towards cultural diversity. And I end with a brief talk on ethical responsibility. I start with a scene that denies cultural diversity in a meaningful passage by the renowned Cree writer and political leader from Canada, Harold Cardinal, discussing the political strife generated by the impasse between the government and the First Nation peoples regarding the concept of a so-called Canadian identity and citizenship. Cardinal affirms, and you have the quote on the PowerPoint, "I believe that part of our communal problem is that there have never been any precise translations between the Indian and the white languages." Cardinal refers specifically to the inability of the government and the white people to decipher the profound meaning that the Cree people attribute to the term Kanata-aski, which means the land that is clean, or to the expression, "I am a Niu," a descriptive and complex expression that denotes an intrinsic bond with the land through which the Cree feel united. It is a term instead of the expression, "I am a Cree," because according to Cardinal, Cree is merely a word used by whites to describe one group of Indians, but that's not the way that they choose to name themselves. For Cardinal, the difference in definition of such relevant terms and in the process of naming, as well as the abyss created by the lack of communication, led the government at the time to adopt as a political practice for the definition of citizenship concepts that did not have linguistic equivalence for the Cree people, such as the notion of assimilation and integration. This government act was the result of a profound lack of cultural and linguistic knowledge and constituted a violent disrespect for cultural diversity, for difference, and for indigenous beliefs and practices. And then I'll move on to a second scene. Another passage that I would like to mention comes from a book by the Brazilian native Indian writer Kaká Verá Jecupé. Along the same lines, he states, and I quote, "In this dream," he was describing in this book his dream, "in this dream, I made a compromise of translating the painting writing of my body to the white body of the writing painting. I thus fulfilled the task in this narrative of dying what in the world has been so far impossible to die. That is, the mixture of red on white resulting in the color of life," end of quote. Addressing the metaphor of translation to evoke the difficulty of understanding between peoples, but stressing the belief in the possibility of communication by mixing the red and the white colors,
significantly a reference to whites and native Indians. To produce the color of life, Jacopé, like Cardinal, argues for a better way of interaction among people, referring to cultural translation as a critical tool and as a means of creating a dialogue among people as a decolonial practice. What Cardinal and Jacopé bring to the fore in the scenes analyzed here today is an important axis of this conference and this panel. The notion of cultural diversity by means of the process of cultural translation and the responsibility and respect that we all should have regarding the other in face of the challenges of our contemporary world. The two scenes of translation also address an issue that is central to my argument here today: the necessity of constructing, and quoting from Jacopé, a bridge of understanding between two worlds that exist as separate realities, end of quote, which is what Jacopé's translation of red into white proposes to do. The means to do it, I argue, is by sharing a commitment to listen to the other, its language, its culture, as an ethical endeavor and as a responsible act. Cultural translation can be understood, in the cultural critic Homi Bhabha's words, as that which, and I quote, desacralizes the transparent assumptions of cultural supremacy and allows for a kind of solidarity between ethnicities. For the Indian critic Gayatri Spivak, translation is an act of reparation and of accountability towards the other. It is also an act of hospitality and solidarity that is associated with an ethics of responsibility as a right. Spivak proposes a poetics of translation that, by showing solidarity and hospitality with the original, with the source text or language, is aware of the lurking danger of epistemic violence regarding the text to be translated, especially in the case of minority languages. By showing an intense proximity with the text, its language, its culture, in a process of equivalence. Equivalence here understood as a form of respect. By arguing in favor of solidarity and hospitality, Spivak presupposes that the cultural translator, or the cultural mediator, has to undergo a process of learning as an ethical compromise, as a means to unlearn his or her privileges and to profoundly learn the maternal language of the text to be translated. Thus, the challenge of cultural translation from a comparative perspective rests in its necessary openness towards the other, his or her language and literatures, productively unsettling the monocultures and monolanguages usually reproduced by empires and colonization. Such a work has to be carried out by an imagination trained in the translational process and also in a comparative work of literature, which is the field I work with. But a kind of comparative work that makes room for other forms of literatures and cultural expressions and that offer the promise of equivalence in the sense of giving the same value. Equivalence in the sense of power relations, of giving the same value to language in equal situations. A reading practice and exercise in these terms must be ruled by the ethics of responsibility in the process of cultural translation so that we manage to preserve the writing of countless indigenous languages in the world that were programmed to vanish when the maps were made, according to Spivak. Such a process of cultural translation would lead to a critical attitude that would decolonize knowledge and move towards a transnational literacy and a planetary thinking, which is the term that Spivak, Gilroy, Diana Bryden use. It's also a kind of planetary thinking of hospitality. An ecology of knowledges, as Boaventura de Sousa Santos, the Portuguese philosopher, works with. And a solidarity based on accountability of being open to the other in an ethical sense that I've been trying to discuss here.
In this critical pedagogy, because it is a critical pedagogy in the sense that we have to learn to act in this way, we would have to come close to the work of translation, not necessarily from one language to the other, but from a transcultural perspective, as the scenes described in the beginning of my talk show. Gerald Vizenor, a U.S. First Nation author of Chippewa origin, refers to the term literature of survivance as the means through which Native Americans should voice their experience of survival, while at the same time making their language and their culture survive through such a practice. Survival is also the metaphor that the philosopher Jacques Derrida uses to think about the act of translation. We have to make sure that different and diverse languages in their cultural production stay alive by means of preserving those languages, also by means of a process of cultural translation that is aware of the danger of epistemic violence and of the power dynamics in relational terms. Survivance through cultural translation is also the trope through which both Cardinal and Jekopé conceive their experiences. At the same time, cultural translation is a possible tool, as I have been trying to argue, through which they envisage the possibility of establishing intercultural relations that are respectful of their language, culture, and identity. Cultural translation in these terms also provide meaningful theoretical standpoints that allow us to make a humanistic critical exercise of moving beyond national borders to listen to the others and to respectfully acknowledge the diversity of languages, cultures, and knowledges produced elsewhere. Thank you very much. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup de nous avoir introduits dans cette dimension extrêmement importante de la traduction. Au reste, le professeur Souleymane Bachir Diagne l'avait évoqué dans sa conférence inaugurale. Et la question qui va demeurer, c'est comment faire en sorte que, au-delà du développement de la relation interculturelle à travers la traduction, comment faire en sorte que ces populations soient davantage capacitées pour la propre maîtrise écrite de leur langue et pouvoir être dans la communauté brésilienne en symbiose avec les communautés qui ont les langues les plus véhiculaires comme la langue portugaise. Donc je crois que c'est une question certainement sur laquelle on va revenir dans le débat. Je voudrais à présent inviter notre second orateur, qui est M. Bajat Rizk. Bajat Rizk est né à Beyrouth en 1961, après des études en droit, sciences politiques, philosophie et littérature comparée. Il est nommé avocat à la Cour et professeur universitaire. Il est actuellement attaché culturel à la délégation du Liban auprès de l'UNESCO. Il a publié plusieurs travaux sur le pluralisme culturel et dont les paramètres d'Hérodote. Alors, M. Rizk va nous parler de la diversité culturelle à travers les paramètres d'Hérodote et la charte de l'UNESCO. M. Rizk, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je vais aborder une question un peu délicate, mais j'avais fait une communication de 10 pages. Je vais essayer de faire un exposé oral synthétique autant que faire se peut. Donc, tout d'abord, le rapport mondial de la culture de l'UNESCO de l'an 2000, sous le titre Diversité culturelle, pluralisme et conflit, a révélé que tous les conflits, la plupart des conflits qui surgissent aujourd'hui au sein des États-nations ont une composante culturelle. Et que ces conflits ont émergé, ont éclaté en un bref laps de temps depuis la publication en 1998 du premier rapport mondial sur la culture de l'UNESCO. Donc le fait culturel, avec la mondialisation et le développement des moyens de communication, est devenu un fait politique, avec la tentation d'idéologiser le discours culturel.
et de l'instrumentaliser au service du politique. Et on s'est rendu compte finalement qu'on n'avait pas de cadre référentiel auquel se référer pour pouvoir approcher cette question de la diversité culturelle et pour pouvoir un tout petit peu l'appréhender de façon rationnelle. C'est pour cela que je me suis évertué à trouver des textes de référence à partir desquels j'ai essayé d'élaborer une méthodologie pour analyser la diversité culturelle par rapport au conflit et essayer de proposer des solutions, ou du moins de proposer comment poser une problématique. Il faut dire que moi-même, j'étais déjà familiarisé avec la question, puisque venant du Liban, qui est un pays qui a connu effectivement une guerre civile à travers ses 18 communautés, donc la présence de ces communautés libanaises religieuses a engendré une expérience culturelle magnifique, mais aussi a engendré des difficultés de gestion politique et des conflits qu'on a essayé de résoudre avec les moyens de bord. Donc, il est clair que, étant très sensible à la question, ce qui m'importait à moi, c'est de dégager un outil de compréhension des conflits culturels pour pouvoir proposer, peut-être pas des solutions, mais proposer une problématique qui prenne en considération ces conflits culturels. Donc, il fallait déjà définir pour pouvoir débattre. En remontant à Hérodote, le père de l'histoire, parce qu'il fallait une référence, qui avait vu le premier choc des civilisations entre les Grecs et les Perses, qui sont les guerres médiques. Il avait relaté, Hérodote est appelé le père de l'histoire, parce que c'est le premier qui écrit l'histoire de façon méthodique. Et donc, il nous a transmis une série d'informations sur lesquelles on peut se baser. Il relate que quand les Spartiates et les Athéniens étaient en conflit, pour pouvoir avoir la prééminence sur le monde grec. Mais en même temps, quand ils ont vu les Perses arriver, les Spartiates ont envoyé des émissaires aux Athéniens pour leur dire surtout ne pactisez pas avec l'envahisseur. Et la réponse des Athéniens a été il y a le monde grec uni par la langue, le sang, les sacrifices et les sanctuaires qui nous sont communs et nos mœurs qui sont les mêmes. Donc Hérodote énonce 500 ans avant Jésus-Christ les éléments qui structurent les identités collectives, abstraction faite de leur contenu. Bien sûr, pour certains c'est plus la langue, pour d'autres plus la religion, mais pour ma part, il me fallait présenter une grille paramétrique qui regroupe les différents paramètres qui structurent l'identité culturelle. Par la même occasion, en revoyant la charte de l'UNESCO 2500 ans plus tard, on retombe sur les mêmes paramètres, mais utilisés dans un sens diamétralement opposé, puisque la charte de l'UNESCO dit les droits de l'homme sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion. Donc la problématique qui nous est posée, qui est très délicate et à laquelle nous devons tôt ou tard à faire face, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'élaborer des discours d'un humanisme aussi magnifique qu'il soit. Il faut aussi parvenir à concilier le propos, la préoccupation du politique avec la préoccupation du culturel, puisqu'ils sont intimement associés de nos jours. Donc, il faut déjà dissiper tout malentendu. Ce n'est pas moi qui pose ces paramètres. Je les trouve chez Hérodote, qui les énonce et qui les établit, puisque le monde grec est uni par ces éléments qui structurent les identités, et la charte de l'UNESCO qui essaie de les dépasser, mais qui les reconnaît à contrario, puisqu'en même temps, elle les cite. Race, sexe, langue et religion. À partir de ces deux documents, parce qu'en les mettant en perspective, c'est ça ce qui nous intéresse au final, comment appréhender ces conflits, comment proposer une réflexion rationnelle par rapport à ces conflits. Il me semble qu'il serait heureux, tout d'abord, d'appréhender la question identitaire à travers une grille paramétrique, plutôt que de se focaliser sur un certain élément. Parce que selon l'histoire de chaque pays, certains vont connaître des fractures par rapport à la langue, d'autres par rapport à la religion, d'autres par rapport... Plutôt que d'idéologiser l'un ou l'autre de ces paramètres, il est préférable de les appréhender dans leur globalité en tant que grille, de telle manière à reconnaître dans toute société l'élément divergent comme un élément de valeur ajoutée et d'enrichissement, et de compenser par les autres éléments qui peuvent justement établir un lien. À partir d'une grille paramétrique, il vous est plus facile d'approcher l'autre, parce que si dans toute société, quelle qu'elle soit, il y a un élément de différenciation culturelle, plutôt que de l'idéologiser et de se transformer en un discours totalitaire, il est préférable de le recadrer dans une grille paramétrique, de le relativiser. Et ce qu'on relativise ici, ce n'est pas les droits de l'homme, on relativise les paramètres pour ne pas les idéologiser. Et on le compense par les autres éléments qui se trouvent dans ce vécu de cette communauté pour pouvoir un tout petit peu le compenser. Donc moi je sais que par exemple pour le Liban, pour donner des exemples pratiques, pour ne pas rester dans l'abstraction,
le Liban s'il a tenu, c'est que malgré le fait que nous étions différents culturellement d'un point de vue religieux, nous avions les mœurs en commun, nous avons la langue en commun. Et donc, à partir du moment où on voulait véritablement reformer ce vivre ensemble, il était plus important pour nous de mettre l'accent sur ces éléments qui nous réunissent. Donc, il faut comprendre que la dynamique de la construction identitaire, elle n'est pas statique. Elle se réfère à des éléments paramétriques qui nous sont livrés et par Hérodote et par la charte de l'UNESCO, mais par la suite, il va falloir les négocier. Et pour pouvoir les négocier, il faudrait les mettre dans un cadre. Il ne faut pas continuer à projeter de façon émotionnelle notre subjectivité sur cette question. Parce qu'à chaque fois, on va, certains plutôt que d'entreprendre, certains de parler de la langue, les autres de défendre leur religion en fonction du vécu de chacun. Il m'a semblé essentiel, à partir du texte d'Hérodote, de poser cette grille pour pouvoir négocier les conflits culturels. Et par la suite, sans oublier que le but ultime, c'est de parvenir à une société sans distinction de race, de sexe et de religion. Mais plutôt que de sombrer dans cette utopie un tout petit peu, c'est un peu trop généreux, mais qui ne résout pas les conflits. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est ce décalage qu'il y a entre le discours politique à l'extérieur et le discours des humanités, le discours académique universitaire. Nous, à loisir, nous pouvons effectivement produire des discours de très haut niveau intellectuel et universaliste et humaniste. Mais ce qu'on attend de nous quelque part, c'est de résoudre les conflits. En mettant en perspective donc ces deux textes, les paramètres d'Hérodote et la charte de l'UNESCO, j'essaie d'entreprendre, de suggérer cette méthodologie pour convaincre les politiciens de recadrer leur discours politique et de relativiser dans ce cadre-là. Et puis, il faut surtout... Ah oui, je suis désolé, je suis un peu passionné, je m'élance, mais bon, je répète chaque fois les mêmes choses, donc ils vont finir par les retrouver. Il faut dire que c'est 10 pages. Je vais le faire, c'est surtout parce que le temps, si vous me laissez un peu de temps, je lirai plus lentement. Voilà, donc, à mon sens, il faut réaliser qu'il n'y a aucune société dans l'humanité qui a pu aligner les 4 paramètres, parce que ce serait une société clonée et verrouillée, elle serait condamnée à mourir. Même chez les Grecs, après les guerres médiques, dans les guerres du Péloponnèse, les Spartiates se sont opposés également aux Athéniens, parce qu'il y avait une différence de mœurs entre eux. Et donc, l'idée n'est pas de réaliser une société idéale. L'idée n'est pas de parvenir à un déni des différences culturelles dans une abstraction utopiste et généreuse. L'idée non plus n'est pas de se focaliser pour mobiliser et pour se faire élire, d'idéologiser les paramètres identitaires. L'idée, c'est de mettre en perspective ce texte d'Hérodote qui nous renseigne, c'est un texte d'anthropologie politique qui nous renseigne à travers le premier choc des civilisations autour de ces paramètres identitaires qui sont toujours en activité. Tous les conflits d'aujourd'hui vont emprunter nécessairement un de ces 4 paramètres. Donc ça va être un conflit culturel religieux, un conflit culturel racial, un conflit... Et donc dans un même pays, par exemple, comme l'Irak, vous avez un conflit culturel ethnico-linguistique entre les Kurdes et les Arabes, alors qu'ils sont tous les deux de la même religion, ils sont tous sunnites et les Turcs aussi. Et vous avez un conflit religieux entre les chiites et les sunnites. Donc pour pouvoir arriver à un compromis, il faut nécessairement prévenir l'idéologisation de l'un ou l'autre de ces paramètres et les inscrire dans une grille qu'on peut négocier en ayant toujours en tête cet idéal de l'UNESCO. Donc, à mon niveau, j'ai essayé autant que faire se peut. J'ai aussi travaillé sur les textes de Claude Lévi-Strauss, il faut le mentionner, parce que mon discours à moi, ce n'est pas un discours essentialiste. Il se situe plus dans une démarche de structuralisme, où on peut identifier des paramètres pour voir comment ils fonctionnent. Mais à aucun moment, je m'arrête pour une appréciation de tel ou tel paramètres. Pour moi, il ne s'agit pas de juger de la suprématie de telle langue sur telle autre, ou il y a un apport de toutes les cultures, de toutes les langues, de toutes les religions. Il s'agit de situer ces paramètres pour comprendre le processus de la structuration identitaire. Donc, cette structuration identitaire, Claude Lévi-Strauss avait fait 2 remarquables conférences à l'UNESCO, l'une race et Histoire en 1952, à travers laquelle il avait fondé le mouvement du structuralisme, qui avait dit que toutes les sociétés sont égales, puisque chacune d'entre elles contient en elle-même des éléments structurants qui en font sa dignité. Donc chacune est tout à fait habilitée à se revendiquer de sa propre culture. Par la suite, il a fait une autre conférence, beaucoup plus controversée, en 1971, qui s'appelle « Race et culture », et où il dit qu'il y a un seuil biologique pour chaque culture pour qu'elle puisse se préserver. Mais plutôt que d'envisager ces 2
conférences brillantes, puisque c'est le père de l'anthropologie moderne, comme des conférences contradictoires, il s'agit plutôt de les situer dans une espèce de dialectique qui vise à prendre en considération autant la légitimité de la structuration identitaire pour chaque communauté que le fait effectivement qu'il y a une cohésion sociale au sein d'une même entité qui doit être obtenue pour que les gens continuent à vivre pacifiquement ensemble et pour qu'on n'ait pas un double discours et pour qu'on ne rentre pas dans une espèce d'ambivalence. Donc, cette démarche, toute ma démarche, visait effectivement à produire un cadre référentiel à partir duquel on puisse négocier, légitime bien sûr, puisqu'il s'agit de la charte de l'UNESCO et des paramètres d'Hérodote, à partir desquels on peut véritablement, en toute rationalité, essayer de négocier les conflits culturels qui ne vont pas changer. Les conflits culturels, ils vont toujours être là, parce qu'ils sont structurants de l'identité, parce qu'on a besoin de ces paramètres pour se structurer identitairement. Donc on a besoin de passer par une langue, par une religion, par une race, par des mœurs. On ne peut pas naître sans aucune culture, on ne peut pas se désincarner. Mais à partir du moment où on est dans une culture spécifique, et qu'on observe une différenciation d'un de ces éléments structurants avec d'autres membres de la communauté avec laquelle on veut vivre. Et à partir du moment où on veut continuer à vivre ensemble, il faut, tout en transformant cet élément divergent en valeur ajoutée, se rabattre sur les autres éléments qui sont tout aussi légitimes. D'ailleurs, le rapport de l'UNESCO, et j'en termine par là, puisque j'avais commencé par le rapport de l'UNESCO de 2009, avait pris en considération, il s'intitule « Investir dans la diversité culturelle et le dialogue interculturel », avait pris en considération cette théorie en la citant, en disant « La religion n'est pas le seul paramètre, il y a également la race, la langue et les mœurs et le sexe ». Donc, pour moi, il s'agit, plutôt que de rentrer dans un discours tabou ou dans un déni, il est préférable d'encadrer le débat identitaire à travers des éléments d'objectivité. C'est très important, si vous voulez, de poser une problématique. Après, les décideurs, c'est à eux qu'ils doivent prendre. Parce que, si vous voulez, nous faisons une conférence mondiale des humanités. C'est magnifique. Il y a parmi vous des intellectuels qui valent 1000 décideurs politiques. Mais au final, c'est les décideurs politiques qui, aujourd'hui, ont tous en commun un discours de mobilisation idéologique par rapport à l'identité. Que ce soit M. Poutine, M. Trump, M. Erdogan, parce que aussi la mondialisation a imposé ça. Je ne me permets pas de faire une appréciation subjective par rapport au monde politique, mais ce que je constate et ce qui ressort du rapport de l'UNESCO, que la mondialisation a engendré cette recrudescence des conflits culturels à laquelle il va falloir faire face, non pas uniquement à travers des discours de bonne intention et d'humanisme universaliste, mais également à travers un instrument qui puisse recadrer le discours politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bajat. On voit bien que la problématique que vous posez est une problématique très importante, très délicate. Et étant vous-même libanais, nous pouvons comprendre la passion avec laquelle vous abordez cette question. Mais une passion légitime, parce que le drame du Liban et d'autres pays, c'est d'être en permanence confronté à des conflits internes qui sont multidimensionnels, comme vous l'avez évoqué, et qui nécessitent de trouver les voies et moyens d'un dialogue apaisé entre le politique, le culturel, le religieux. Je crois que c'est ça la perspective, et cette conférence est bien indiquée pour aborder ces questions, mais je laisserai le temps des débats pour éclairer la question davantage. Merci beaucoup de nous avoir introduits à cette question essentielle dans notre humanité aujourd'hui confrontée à ces graves dangers de crispation identitaire. Notre dernière intervenante, c'est Margaret Higonnet, qui est professor emerita at the University of Connecticut. She has been president of the American Conference on Romanticism, the American Comparative Literature Association, and Film. She's actually the president of the Fédération internationale des langues et littératures modernes. She created the Gender Studies Committee of ICLA and was president of the ICLA Committee on Comparative Literary History, CHL. She has worked on a range of topics, including comparative literature, the literatures of World War I, feminist theory, suicide, and children's literature. Her recent edited volumes, Nurses at the Front, and Letters and Photographs from the Battle Country, the World War I,
memoir and of Margaret Hall recover women's writings about World War I, as did her anthology, Lines of Fire, Women Writers of World War I. Margaret, welcome. Thank you, Adama, and thank you all for being here, and especially for all of those who've contributed to the organization of this Congress. My story is probably one that I share in variance with many of you. As a child, living for a year in post-war Vienna, a city divided into 4 occupied zones speaking 4 different languages, and probably more, and pockmarked with ruins, I faced graffiti declaring, "Ami, go home." These signs challenged me to ask who I was. A national citizen, a little girl learning German, a passionate reader confronted with hostile text. Why was ami a bad word for Americans? What did it mean to be an American child, a descendant of Pocahontas and of Huguenots and English pilgrims fleeing religious oppression, but then encountering religious biases and caught up in a society stained by slavery? When peoples move, their statuses and ideological alignments change. Who were the people who wanted me to leave Vienna? Similarly, back home in St. Louis, a city that was historically both French and German, enriched by the migrations that had followed revolutionary movements in Europe, I saw swastikas on shop fronts. The language of threatening images, as well as threatening words, made me wonder about the resentments and unreflected beliefs that divided people. They made me tell myself stories about the courage to defend others in times of oppression, and wonder about the power of human rights narratives to mobilize that courage. Could narratives of peace mobilize conclusions of war? Today, these questions have arisen again and again for us all, I believe, especially in the context of abuses of language and attacks on educational and cultural institutions. Untenured faculty and graduate programs in America, as well as elsewhere, have vanished at least some institutions. National institutes and great programs of international exchange, such as the Fulbright program that followed World War II, are under threat. We face a disparity in funding for humanities and that for STEM sciences, at least in some countries. Ironically, in the USA, since the Cold War, well-funded military budgets have become a refugee for language education, as at Monterey. Not only have dramatic hostilities erupted in the political arena, motivated by religious ideologies, racism, misogyny, and economic crises around the world, but the power of language to mobilize acts of violence against others has become manifest, especially in situations where groups have been uprooted from the communities where they were known. As my opening anecdote suggests, one tool by which cultural and nationalist identities are shaped is a process of othering or distancing of selected peoples targeted as different. Philosophers such as Simone de Beauvoir and anthropologist Mary Douglas help us to understand these mental processes of distinction between self and other, inside and outside, clean and dirty. For an association such as film, focused on languages and literatures, and especially for a scholar like myself who works on literatures of war, the creation of the other is a central concern,
In the propaganda of World War I, for example, enemy nations were represented as aggressors and modeled through metaphors of beasts. Posters on opposed sides depicted the enemy as a gorilla or a chimpanzee, using the same metaphors, but using the other end of the telescope. As Bashar Rizk has just said, politics and culture are interwoven. Even poetry depicted the enemy as wolves. It must be noted that nations at war often need an enemy within as well, who can be held responsible for military failures, economic collapse, and the draining of national wealth for purposes of destruction and the decimation of populations. The dynamics of identity formation may generate internal ruptures and violence. Racism, misogyny, and anti-Semitism thrive in the discourses of war because these tend to flatten out the infinite variety of human individuals. More optimistically, shared suffering can generate a sense of brotherhood across no man's land. The famous Christmas truce of 1914, when soldiers sang to each other, played football, and shared food, and alcohol, I think, speaks to the power of a shared narrative and received myths to transcend violent divisions. One of my favorite modern authors, Mulkraj Anand, addresses both difference and shared narratives in his World War I novel, Across the Black Waters. Anand depicts the many-tongued Indian army with its religious differences in recording both English and French phonetically so that he defamiliarizes these words. He captures our own struggle as readers to understand Indian pronunciations of English. One theme of cultural diversity, then, is that of education through difference. Anand's young protagonist, Lalu, finds through the war access to a culture that has no untouchables, that allows alcohol, and that develops agriculture on new models that might help his family at home in India. Of course, novels build on dialogue, and he is reminded by one of his comrades that these European cultures also have class hierarchies, that is, a different kind of discrimination. The foreign, then, can teach us about ourselves, revealing cross-cultural values. His comrades are thrilled to learn that the Maid of Orléans, Jeanne d'Arc as they call her, J-I-N-D-A-C, Jeanne d'Arc, celebrated in a statue that they see in Orléans, was a girl Jarnell who drove out Angrezi army. They comment that she seemed to them a heroine like the Rani of Jhansi. So Anand seems especially important today, I would argue, because of his internationalism. He lectured in Geneva at the League of Nations School of Intellectual Cooperation. He wrote about the dialogue among civilizations. I think at this Congress, we are continuing that kind of dialogue. In a world context, and of course in local contexts, languages themselves are fragile. They are undermined by the monolingualism of global media and the monolingualism of national schooling that so often suppresses minority cultures, as Sandra has already noted in her presentation. Now, to be sure, we would like all pilots to speak English so that they can talk to each other in the air. But on the ground, we have other principles that are also valued. So when the US government transposed, this is another anecdote, but to the point, transposed one small Native American group which had few remaining speakers of their language from their own hill valley to another valley in California occupied by another small group, their beautiful new fused school effectively eliminated both languages. To preserve ancient oral cultures,
we must work not to make such mistakes. We must deploy new technologies that can archive cultural treasures. We must move from tapes to digital recording of voices and their transcriptions. On behalf of film, I want to advocate in support of UNESCO's projects on behalf of education in many languages and recovery of ancient languages, ancient and modern, for the practices of translation that can federate peoples. The recent Film Congress in Delhi, I thought, exemplified and celebrated the accomplishments of scholars and writers in multilingual states. We heard from scholars who study the evolution of languages and narratives, from writers who engage in self-translation from one national language to another national language, and from artists who transposed myth into dance and sculptural forms. Today, we must create platforms of shared arts to bridge states divided by war. Music as a way of joining two hostile countries. Bilingual children understand this. They know that bilan in French and balance in English do not quite mean the same thing. They learn a profound ethical as well as linguistic lesson that enhances our mental capacity as well as our cultural understanding. They also know that when they want to play with language, they must pun in different ways. They may turn to code switching and creolization to achieve their meaning, thereby creating new languages. Often condemned in the past for violating the purity of languages, such verbal play is a resource for migrant writers, for invention, for bonding at cultural boundaries that foster coexistence through laughter. President Samassékou stands as a model for us all with his knowledge of Bambara, Songhay, Peul, French, Russian, and English. Cultural identities are constructed. Their strength can arise from their embrace of diversity. As he has said just now, la langue est le socle de la culture. Thank you.